Bonjour Kim, Bonjour, ça va? ça va et toi? Ouais, super, je suis prête. Tu as la forme? Ouais, j'ai la forme, je suis à fond. On est quoi, Je vois jeudi? ça. Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ton parcours, ce que tu fais? Ouais, donc je m'appelle Kim, merci pour l'invite. J'ai plus de 30 ans, je suis vieille. Je suis UX designer, donc UX, UI designer. Je fais aussi de l'illustration, je fais de la BD, mais pas rémunérée. Voilà, mon parcours, je pense que c'est une grande question, donc si tu veux, je commence tout de Oui, suite. Mais allez, bon, vas-y, je t'en prie. donc, mon parcours, c'est que j'ai un bac littéraire. Voilà, j'ai un bac L que j'ai eu il y a pas mal de temps. Après le bac, je voulais faire des études d'art, mais je ne sais pas si beaucoup de gens pourront se projeter. Je devais faire des études un peu plus sérieuses parce que ça faisait très peur à ma famille que je me lance dans les études artistiques. Donc, j'ai fait des études de droit Oui, en Angleterre. Après, je suis repartie en France et j'ai fait un master en com. Mais depuis le début, je savais que je voulais être, de toute façon, je voulais faire du graphisme, je voulais faire quelque chose de créatif visuellement. Enfin, j'ai toujours voulu être illustratrice, je voulais faire quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait plein de stages et d'apprentissage en graphisme, en fait, à côté de mes études. Et après mon master, je suis partie vivre à l'étranger. J'ai vécu en Italie, en Espagne. Je faisais beaucoup de BD à l'époque. Et finalement, j'ai eu mon premier job de graphiste en tant que graphiste à New York en 2016, juste avant l'élection de Trump. Super sympa. oui. Donc Bon j'ai eu timing. voilà, bon timing. Donc j'ai eu un job là-bas. Je suis restée à peu près 2 ans. Ça m'a vraiment permis de me constituer un vrai portfolio parce que moi j'avais eu du mal à, étant donné que j'avais pas fait d'école d'art, j'ai eu beaucoup de mal D'accord. à trouver un emploi en tant que graphiste en France où la première ligne dans les entretiens d'embauche et dans les annonces, c'est toujours vous sortez d'une école d'art, Olivier de Serre, nanana, sauf que moi, j'avais Oui. pas fait ça. Donc là, j'ai eu l'opportunité de faire ça plutôt aux États-Unis. Et finalement, j'ai voulu rentrer en Europe et j'ai voulu me reconvertir vers l'UX. On en parlera plus tard, peut-être des raisons pourquoi. Donc, je suis partie à Londres et là, je me suis vraiment reconvertie. Donc, j'ai fait une formation en UX design. J'ai obtenu un premier job dans le secteur, puis un deuxième en tant que consultante. Et j'ai commencé à me mettre en indépendante pour donner des cours d'UX à côté de mon boulot. Et ensuite, voilà, il y a eu le Covid, je suis rentrée en France, c'est compliqué. Oui. Et je me suis lancée en freelance, donc en tant que prof d'UX. Et j'avais donc plusieurs clients. Et en ce moment, je cumule plusieurs activités. Donc, voilà ce que je fais. D'accord, très bien. Un parcours intéressant et c'est vrai que ce que tu dis par rapport aux annonces d'emploi, donc c'est toujours cette première ligne là qui te demande de sortir d'une école ou d'avoir Ouais. tel ou tel diplôme. Est-ce que, alors, est-ce que tu as vécu ça uniquement en France ou est-ce que tu as ressenti ça ailleurs aussi? Non, moi vraiment, ça a été quelque chose de purement français parce qu'en Angleterre, donc où j'ai fait mes études, ça leur importe peu quelles études tu as fait, c'est plus le niveau d'études qui compte. Donc tu peux avoir une D'accord. licence en latin ou une licence en commerce, après j'exagère, mais Oui, ça importe peu. Tu peux quand même, je connais quelqu'un qui est devenu journaliste et il avait une licence d'archéologie. Tu vois, alors qu'en d'accord. France, vraiment, dès le début, tu dois savoir ce que tu veux faire et faire une école spécialisée pour faire ça dans une petite boîte. Et moi, à l'étranger, ça, je ne l'ai pas vécu et j'ai eu vraiment beaucoup de mal voilà, à trouver un emploi sans avoir fait le bon parcours en France, alors qu'à l'étranger, on m'a beaucoup plus donné ma chance et j'ai eu l'occasion de rentrer. Et maintenant, avec de l'expérience, cette Oui, ligne-là, elle importe beaucoup moins parce que j'ai 10 ans d'expérience, 12 ans d'expérience. Mais avant ça, non, c'était compliqué. d'accord. Mon Et conseil, c'est cassez-vous. d'accord, bah, écoute, ceux qui sont preneurs, Ouais, n'hésitez pas, ou alors faites le maximum pour vous imposer. Il ne faut pas hésiter ouais, non plus ça marche à aussi. imposer ses convictions, surtout quand on a des compétences. Ouais. Il faut y aller. Alors, la question suivante que j'aimerais te poser, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est que le design? Bah alors c'est une grande question et j'en parle souvent avec mes élèves donc parce que je forme beaucoup de personnes au design donc à l'UX et aussi à l'UI. Donc l'UX c'est le design de l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur. Pour moi c'est plutôt dans le cadre de mon activité c'est plutôt du digital mais tu peux également avoir de l'UX, de l'expérience utilisateur dans un cadre plus physique. Par exemple l'exemple typique que je donne toujours c'est si tu designes l'expérience utilisateur pour quelque chose comme Deliveroo par exemple.
Il va y avoir une partie digitale sur l'appli, mais aussi une partie physique sur où vont les livreurs, est-ce qu'il y a un panneau qui dit réception des commandes ici. Donc, ça veut pas, l'UX, c'est pas uniquement digital, mais moi, c'est sur ce point-là que je me spécialise. Et ce que je dis souvent, donc je pense que le design, au début, la vision que j'en avais quand j'étais graphiste, c'était, moi, ce que j'aime le plus, c'est rendre les choses belles, parce que je suis très en colère quand je vois des designs moches. Et donc, pour la petite histoire, je la raconte, mais bon, tu m'as pas demandé, mais c'est gratuit. Oui, je t'en prie. Moi, quand j'étais plus jeune, donc on n'avait pas beaucoup de moyens chez moi, et donc ma mère achetait des produits premier prix, parce que c'était pas cher. Et les packaging étaient horribles. Oui. Parce que c'est horrible. C'est que des Avec trucs le fameux bleus, pouce. le pouce, là, voilà, les trucs bleus, blancs, je m'en rappellerai toujours. Et il y avait notamment une boîte de thé. Je crois que c'est Leader Price. Je ne veux pas citer de marque. Je ne sais plus. Mais en gros, qui était vert fluo avec des écritures jaunes. Et il y a écrit dessus thé vert. Et il y a une boîte de thé PNG découpée, donc sans fond, transparente, collée sur le vert fluo. Horrible. Et je me souviens que vraiment, ça me mettait très, très en colère parce que je disais, il y a tellement de choses dans le monde qui sont moches et on n'a pas besoin d'en rajouter et ça coûterait pas beaucoup plus cher de faire un petit effort parce que c'est pas, nous, moi je le sais qu'on est pauvres en fait, mais c'est pas pour ça qu'on doit en plus avoir des choses LED chez nous. Et donc, je vais revenir à ta question, mais par exemple, tu vois, des démarches de personnes qui font du design style Ikea. Après, Ikea, c'est pas parfait écologiquement, on peut discuter d'autres débats, mais je trouve ça super en fait, du fait de dire on peut avoir des choses belles ou bien designées sans dépenser une fortune, c'est pour tout le monde. Donc au départ, quand j'étais graphiste, je reviens à la question, c'était plutôt ça, c'est parce que ça me plaît de rendre les choses jolies et je pensais que c'était ça le design, c'était que moi j'avais bon goût parce que je suis graphiste. Et donc, les gens me donnaient des posters, des affiches, des sites web, quoi que ce soit. Et moi, je décidais de me faire plaisir en disant, bah super, j'ai vu une typo que j'aimais hier, je vais juste m'en servir. Et puis, ça va faire joli. Et en fait, quand je me suis formée à l'UX, j'ai appris que plutôt le design, quand tu fais du design thinking et de l'expérience utilisateur, c'est le fait de designer pour les gens, pour les utilisateurs. Et pour en les fait, utilisateurs, pour les gens. mettre ton design devant eux pour qu'ils te fassent des retours, qu'ils te donnent du feedback. Ce qui est, au début, ça a été pour moi un peu frustrant parce que je disais, bah, j'ai pas besoin de ton avis. J'ai juste envie de faire ce que je veux, mais finalement, maintenant, je pense que je pourrais plus designer de cette manière-là. De juste faire quelque chose dans mon coin sans demander comment est-ce que je peux améliorer. Et ça m'a beaucoup appris à recevoir du feedback, tout simplement, et à ne pas le prendre personnellement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'espère. Oui, ça y répond parce que c'est vrai que c'est intéressant et moi je voulais te poser cette question parce que, alors d'une part pour ton expérience et après pour ta vision aussi des choses. Et là, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au fait que tu te vois plus donc comment dire designer sans avoir de feedback ou directement pour l'utilisateur ou pour le client. Et il y a une notion alors je ne sais pas si tu es au fait, mais qui est en anglais qui s'appelle Creative Confidence, donc la confiance créative, qui consiste à dire en fait que chacun est en réalité capable de designer des choses qui sont belles, mais aussi utiles pour tout le monde. Et je voulais savoir ce que tu penses de ça, parce que c'est vrai que donc pour être aussi un petit peu designer, étant styliste à la base, c'est vrai que beaucoup de personnes se disent ben, je ne sais pas dessiner, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt. Mais on se rend compte que justement, quand on fait du testing avec des utilisateurs, on se rend compte que si on ne sait pas dessiner, on peut par exemple écrire l'idée qu'on a et la mettre en forme, sous forme de texte, et donc la donner par exemple à quelqu'un comme toi qui a cette expérience-là et qui pourrait la traduire donc, directement en design. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que vraiment chacun a cette capacité-là en réalité à designer? En fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai jamais entendu parler de ce concept. Donc, je crois que tu as soulevé deux points. D'une part, d'être capable de designer des choses qui sont utiles pour les utilisateurs et d'autre part, des choses qui soient belles.
Moi, j'aurais tendance à dire, je suis d'accord. Et de mon expérience, donc parce que j'ai vraiment formé là à ce stade des centaines de personnes, je suis 100% d'accord avec toi. Tout le monde est capable de designer des expériences utilisateurs à partir du moment où on te donne les clés. Et c'est la même chose, des choses qui sont belles. J'ai eu plein d'élèves qui sont arrivés en cours et qui disaient ah, mais il y a d'autres gens dans ce cours, par exemple, qui sont déjà graphistes et qui apprennent l'UX en plus, etc. Moi, j'ai été infirmière. Bon, je ne l'étais pas, mais quelqu'un dans le cours. Il y a ma dernière promo, il y avait quelqu'un qui était conducteur de grue. Ok. Donc vraiment aucun rapport. Oui. Mais à partir du moment où on t'explique quelque chose, tu vas comprendre comment ça marche et à force de pratique, oui, tu pourras faire des choses qui sont belles. Après, la beauté, c'est très subjectif. Enfin, on peut se lancer sur les trends de design que j'aime ou pas. Bon, on a tous des opinions. Mais j'aurais tendance à être, oui, d'accord avec toi. Tout le monde en est capable. Et personne n'est obligé de savoir tout faire. Donc, si jamais il y a des personnes qui écoutent ça, qui ont envie de se reconvertir vers le design ou qui ont envie d'essayer quelque chose de nouveau, vous n'êtes pas supposé être les meilleurs en recherche, en interview, en prototype, en maquette, je ne sais pas quoi, en test et aussi en interface et aussi en design visuel. C'est pas possible de savoir tout faire parfaitement. Et tout le monde peut jouer sur ses forces. Et c'est ça qui va faire une bonne équipe, au final, c'est le fait que chacun complémente les forces des autres. D'accord. Merci, c'est très, très, très intéressant comme point. Et ce que je voulais te demander aussi, étant donné que justement tu es amené à former des gens, mais tu es amené aussi dans tes missions à travailler avec des utilisateurs et des clients. Ta vision de l'empathie, c'est quoi? Est-ce que tu pourrais me dire comment tu es par rapport à ça, par rapport à ce trait, et est-ce que ce serait pas la chose la plus importante en réalité dans quand on veut mener en fait à bien une mission de design? Pas complètement. Alors, pour cette dernière partie, oui, je suis d'accord, c'est vraiment une des choses les plus importantes et c'est ce qu'on enseigne, c'est ce que je passe, je crois, les 2 premières semaines vraiment à enseigner aux élèves. C'est répéter tous les jours, vous n'êtes pas l'utilisateur. Donc, moi, je peux voir quelque chose et penser, ah, pour moi, ce serait super si jamais on designait un réveil matin et que on ne pouvait pas snoozer parce que je déteste quand les gens snoozent, j'entends mon voisin qui le fait pendant 2 heures, ça m'énerve. Donc, pour moi, ce serait le meilleur design possible. Par contre, pour quelqu'un d'autre, ça ne marcherait pas. Ouais. Et donc, oui, dans la vie, moi, je suis très empathique, je pense, un peu éponge, donc j'essaie de bloquer. Mais en termes de professionnellement, oui, c'est une vraie force parce que tu dois passer beaucoup de temps. Il y a énormément d'outils qu'on peut utiliser pour justement se mettre à la place des autres. Donc, on va faire du mapping, vraiment montrer step by step, vraiment chaque pas à pas dans la journée. Qu'est-ce que cette personne fait, qu'est-ce qu'elle est en train de penser et qu'est-ce qu'elle ressent. Et ensuite, se focaliser sur ces aspects de sa journée qui sont peut-être pas tip-top pour se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider. Et c'est ça, faire une bonne expérience utilisateur, c'est se dire, je sais pas, j'invente, mais ça là, il se lève le matin et après, il a pris le métro pour arriver au travail à telle heure. Il y avait trop de gens et tu n'avais pas de réseau pour écouter un podcast. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bêtement, tu peux télécharger ton podcast avant de partir. Comme ça, tu peux l'écouter. Le fait qu'il y a trop de gens, peut-être que tu peux commencer le travail plus tard, je sais pas. Mais en gros, on va vraiment recréer ton parcours et se dire, à ces moments-là, voilà ce qu'on pourrait améliorer dans cette expérience. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à justement ce qu'on appelle l'empathy mapping. Alors, je trouve que c'est très peu utilisé, justement, même des fois dans des dans des boîtes qui sont plutôt pas mal structurées et qui zappent complètement cette étape, à savoir surtout comment l'utilisateur se sent. Et en fait, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur le réveil. J'avais eu une discussion avec donc quelqu'un qui était aussi dans le design et on était arrivé en fait à se dire en réalité, est-ce qu'un être humain a vraiment besoin d'un réveil? Ouais, parce qu'en finalement, à un moment, tu vas arrêter de dormir quand tu as suffisamment dormi. Voilà. Donc, si jamais tu commençais le travail plus tard, tu n'aurais pas besoin de réveil. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Et en fait, je me suis dit, c'est complètement logique, mais
on est dans un cadre aussi qui fait que, voilà, comme tu disais, métro, boulot, dodo, il faut absolument se lever à telle heure, etc., etc. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de se dire, ben, c'est un objet du quotidien, mais en réalité, il pourrait ne pas exister, ou alors on devrait ne pas l'utiliser. Et je pense qu'il y en a énormément d'objets, de choses comme ça dont on n'a pas besoin, parce qu'en fait, humainement parlant, comme tu disais, je vais dormir par exemple mes 8 heures, donc je vais me lever quand je serai plus fatigué, ou alors si j'ai fait une nuit blanche, bah, je serai debout, donc j'aurai pas besoin de me lever. Mais voilà, on rentre dans un espèce de cadre Oui, c'est qui est vrai. un peu... C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses. Bah, d'une part, un des exercices dont on parle beaucoup, nous, c'est les 5 whys, les 5 pourquoi. Oui. Donc, si tu dis à quelqu'un, bah, pourquoi tu es en retard au travail, il va te dire, bah, parce que j'entends pas mon réveil. Pourquoi tu n'entends pas ton réveil? Parce que je me suis couché trop tard. Pourquoi tu t'es couché tard, etc., etc. Donc là, tu vas vraiment arriver, 5, c'est un peu arbitraire, mais en gros, la logique, c'est que tu vas arriver vraiment à la cause que tu pourras plus contrôler et que ça va te donner un résultat un peu meilleur. Je parle très mal français. Et donc j'allais dire, la deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est, je pense qu'il y a des gens qui ont plutôt ce mindset et cette manière de penser un peu plus basée sur l'entrepreneuriat, parce que de manière personnelle, j'ai tendance à beaucoup m'accommoder. Donc moi, pour l'expérience utilisateur, si c'est pas terrible, bah en fait, ça me gêne pas trop. Parce que limite, c'est un jeu. S'il y a quelque chose qui est cassé, ben, je vais voir comment je vais faire pour faire, même si c'est cassé. Alors que je connais plusieurs personnes qui ne sont pas du tout comme ça, au contraire, et qui ont pour première réaction de dire bah, c'est nul, pourquoi ça ne marche pas? Ça devrait marcher comme ça, ou qui répare. Alors que moi, vraiment, je vais sauter au-dessus de la flaque d'eau plutôt que de dire bah, on va mettre un bout de bois pour marcher dessus. Et donc, je pense qu'il y a ça, si jamais vous êtes plutôt ronchon ou si jamais vous vous plaignez, finalement, j'ai parlé à quelqu'un récemment qui disait qu'il avait un fichier de plaintes, en fait, de quand ses amis disent « Ah, bah ça, c'était pas terrible, nanana. » Et après, bah, en fait, tout ça, tu peux en faire un business. Tu peux en faire un produit parce que il y a des personnes qui acceptent plus ou moins facilement la frustration. Et moi, je sais que j'ai une grosse tolérance, donc si ça marche pas, bon, bah, tant pis, ça marche pas. Et alors qu'en fait, il y a sans doute des opportunités pour faire mieux. Voilà, pour l'histoire. D'accord. Alors, ce que tu dis, justement, est-ce que ça ne rejoindrait pas ce qu'on appelle l'adaptabilité? Et justement, alors bon, il y a l'intelligence émotionnelle et il y a justement ce qu'on appelle aussi l'intelligence d'adaptabilité qui en fait démontre qu'une personne justement est capable de s'adapter, peu importe la situation, peu importe le design qui lui convienne ou pas. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas sensible à ça. Tout le monde n'a pas envie de faire l'effort quand c'est cassé, comme tu dis. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant comme point. Et il y avait autre chose que je voulais te demander, c'est donc les défis les premiers défis que tu as dû relever quand tu as commencé. Donc, mis à part, bien évidemment, cette première phrase qui te demande telle et telle chose. Est-ce que tu as Quand j'ai commencé ma carrière ou quand j'ai commencé à être en freelance? Alors, quand tu as commencé à être en freelance. Ok, et ben donc moi alors j'ai eu 2 phases freelance, je dois dire. Donc j'ai eu une première phase quand je suis sortie de mon école de BD et que je me suis dit, mais j'étais plus jeune, j'avais 24 ans, donc en vrai je savais pas faire grand chose pour moi. Il y a des gens de 24 ans qui sont très matures, mais moi c'était pas le cas. Je m'étais dit ouais, je vais me mettre en freelance, super, je vais être illustratrice, auteure de BD et je vais faire du graphisme sans avoir fait d'école. Je pense que le plus gros défi que j'ai eu à l'époque, et honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai amélioré, c'est que pour vendre mes services, il fallait que je poste tout le temps. C'est le but, c'est le jeu. Il faut que tu postes sur Instagram et il faut que tu postes à l'époque Facebook et quoi que ce soit. Et je déteste faire ça. Et au final, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai dû avoir sur l'année 2 contrats. Donc, j'ai dit à tout le monde, ouais, je suis freelance. Mais en fait, je n'étais pas freelance, je donnais des cours d'anglais
J'ai eu un client pour qui je bossais gratuitement parce que c'était le pote d'un pote. Enfin bon, parce que je faisais pas ce qu'il fallait et ce qu'il faut faire, c'est sans cesse se mettre en avant. Donc moi, c'est toujours, ça a été le top de ma to-do list depuis 10 ans, c'est poster sur Instagram. Ça n'arrive pas. Donc ça a été un défi pour moi et je pense que ça l'est toujours. Mais bon, après, donc c'est après cette période-là que j'ai eu mon premier job à New York et donc là, ça m'a un peu, ça m'a propulsée parce que mon CV parlait mieux que mes réseaux sociaux. Et ma deuxième période freelance, c'est quand je me suis lancée donc, pour devenir prof. Et là, pour le coup, c'était pas très compliqué, je dois dire. Parce qu'on arrivera sur Super Indep plus tard, mais quand je me suis mise en freelance au départ, moi, j'étais en Angleterre et c'est très facile. Tout ce que tu as à faire, c'est bosser et à la fin de l'année, dire j'ai bossé, mais tu ne dois pas créer de boîte, tu dois juste être une personne qui a travaillé. Donc ça, c'est pas très compliqué. Par contre, mon défi, ça a été retour en France. Et là, merci Salah. C'est super indep parce que ça a été un peu complexe, l'atterrissage. Oui, après, c'est vrai que quand on change d'environnement aussi, forcément, c'est compliqué. Après, les pays anglophones, en général, pour tout ce qui est entrepreneuriat, ça reste quand même ce qu'il y a de plus simple en termes de démarche et en termes d'administratif. Donc, je comprends ton point. Et alors, par rapport à ça, est-ce que, justement, ces plateformes-là de médias sociaux, est-ce que toi, tu trouves qu'elles sont bien designées? Est-ce qu'elles sont vraiment faites pour que quelqu'un comme toi poste son travail? Est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde? C'est intéressant comme question. Alors, d'une part, c'est génial de pouvoir tout apprendre en ligne. Parce que même moi, si je reviens, donc parce que je suis vieille, mais si je reviens même 15 ans en arrière, j'aurais adoré avoir... Enfin, j'avais YouTube, vraiment, j'ai énervé quand je dis ça, mais bon, il y avait YouTube en gros quand j'étais au lycée. Mais de tout avoir à dispo, si je veux apprendre, là, en ce moment, je regarde, je suis curieuse de savoir comment on fabrique des marionnettes. Du coup, je regarde plein de trucs sur YouTube. Et tu peux le faire chez toi, tu peux suivre des tutos. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Il y a pas mal de... Je suis très intéressée par la psychologie. Enfin, bon, ça, c'est d'autres intérêts, mais je suis plein de comptes Instagram hyper intéressants où j'apprends plein de choses. Après, c'est pas parfait. Instagram, c'est pas comme lire un papier de recherche. On est d'accord. Mais tu peux quand même t'ouvrir à plein de monde. Donc ça, je trouve ça génial. Après, ce qui est pas terrible pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, et il y a un super podcast qui s'appelle Your Undivided Attention qui existe. C'est sur les réseaux sociaux et le design éthique qu'on peut faire d'Internet et des réseaux sociaux. C'est que ça te fait perdre des heures de ta vie. Enfin, je pense que je suis pas des pires, mais je reçois mon compte d'heures que j'ai passé sur mon iPhone toutes les semaines et je me dis c'est horrible en fait. Et la plupart des trucs, c'est parce que tu t'ennuies et tu vas scroller sur Insta alors que c'est pas très intéressant. Enfin, ça peut l'être, mais ça l'est aussi souvent pas du tout. Donc ça, c'est fait pour les machines. Je pense que c'est plutôt fait pour les pubs que pour les humains. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en termes de design, oui, c'est plutôt facile. Par contre, pour poster mon travail, je dois dire que en tant qu'illustratrice comme en tant que graphiste, le format Instagram qui est très carré, ou story, c'est pas très flexible. Donc, je sais qu'encore une fois, bon, il faut s'adapter, c'est la vie. Donc, tu dois préparer tes trucs pour que ce soit carré. Mais je trouve que c'est dommage qu'il y ait une certaine uniformité de ce qu'on design parce que c'est le format qui est comme ça. Et là, plus récemment, du coup, je m'intéressais à quelque chose qui est Substack pour faire des newsletters. Oui, des newsletters. C'est en fait, moi, à l'époque des blogs BD, j'avais un blog BD. J'étais notée à Angoulême. Donc, c'était beaucoup plus flexible pour moi parce que j'avais mon blog. En gros, c'est une page HTML et tu fais ce que tu veux sur ta page. Et c'est vrai que devoir se re-rentrer dans le format Facebook ou Instagram, j'ai trouvé ça frustrant. Donc, si on peut retrouver cette liberté devant quelque chose comme une newsletter, je trouve ça beaucoup plus sympa. D'accord. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, par rapport au format, j'avais travaillé avec quelqu'un et justement, il me posait la question. Alors, c'était pas le point de ma mission, mais en l'occurrence, il me posait la question de ses publications Instagram et il me disait que c'est pas uniforme. Et la réflexion que j'ai eue en fait en regardant ces publications, c'est de lui dire, d'une part, c'est bien de les avoir publiées parce que ça expose ton travail au monde.
Mais la deuxième des choses qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, Instagram, c'est pas une galerie d'art. Ouais, c'est C'est-à-dire intéressant. que tu ne peux pas en fait te dire je vais poster pour que ça ait telle comment dire telle teneur en termes de vision parce que l'objectif premier c'est vraiment de montrer ton travail et ne pas vraiment se dire bah je vais pas publier parce que ça va pas être uniforme avec la dernière photo, avec la prochaine, C'est intéressant. etc. Et, et du coup, il s'en est contenté, hein, ça lui a suffi comme argument. Mais je trouvais ça, enfin, je me disais pourquoi pas, parce qu'au final, c'est pas fait pour ça. Alors peut-être que là, on tient une idée de future start-up Ouais, pour créer donc une page une qui se application, ressemble. voilà. Ah ouais. Voilà. Mais c'est vrai que je voyais pas vraiment l'intérêt en fait de faire en sorte comment dire, que ta page Instagram soit vraiment une galerie d'art. Il y a peut-être d'autres formats ou d'autres choses à faire pour présenter son travail sous ce. Je trouve ça super intéressant parce que, alors personnellement, moi pour mon usage personnel, donc des photos de ma vie, j'utilise pas Instagram. Donc peut-être que c'est ça dont on peut parler. Je poste pas de photos. La seule raison pour laquelle j'ai commencé Instagram, j'ai quoi, 40 posts en 2015, c'est parce que justement, vu que je faisais de la BD l'illustration, en fait c'était attendu, ça fait partie du package, il faut le faire. Mais ce qui était frustrant, c'était de dire, et je ne suis pas la seule, parce que j'en ai parlé à d'autres personnes qui se sentent vraiment la même chose, c'est que non seulement tu dois faire ton taf de Oui, dessin, d'écriture, mais en plus, tu as un autre job à plein temps qui est faire les réseaux sociaux. Et oui, par exemple, quand j'avais mon blog BD, en fait, faire de la BD, c'est très long. Faire une note, c'est très long. La finir. Et moi, j'ai fini par arrêter mon blog, non pas que j'avais pas 10 000 abonnés non plus, mais juste parce que ça devenait très stressant. C'était à l'époque de Facebook où il fallait poster sur Facebook et tout le monde likait, de dire ah j'ai pas posté, ça fait une semaine que j'ai pas oui, posté, oh, il faut que je poste 3 fois par semaine, et après il y a les analytics, tu peux regarder combien de gens ont cliqué, et en fait tu deviens fou. Enfin personnellement j'ai un mauvais rapport avec ça, j'aime pas compter oui. les likes et les trucs, donc j'ai juste arrêté de poster et je mais pour revenir sur le point du branding, donc je pense que ton ami peut-être que parlait de sa page perso avec ses photos, je Non, non, sais c'était vraiment la page pas. professionnelle. Ouais, C'était bah vraiment la moi page. je sais pas, j'ai l'impression que pour une page pro, après peut-être que je mets la barre trop haut. Tu as raison de dire qu'il faut que son travail soit montré au monde, soit partagé. Mais j'ai l'impression que pour moi, il y a quand même cette attente que ce soit un peu brandé. Ouais. Parce que sinon, ça veut dire que moi, je suis pas bonne à ce que je fais. Si ma page, elle est moche. Non pas qu'elle soit moche, mais bon. Après, bon, c'est voilà. Je suis pas une ponte en la matière, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite pression. Oui, oui. Alors après, justement, voilà, ça dépend aussi du coup pourquoi on poste. Est-ce qu'on poste pour, euh, pour montrer son travail ou est-ce qu'on poste pour plaire à une certaine audience? Et je pense que là aussi, alors forcément, il y a un décalage parce que peut-être que je pense qu'il se passe en général, c'est que les gens postent pour que ça plaise Au aux client. différentes personnes, voilà, aux clients, aux prospects potentiels. Et alors là, c'est vraiment une autre démarche, je pense, que de simplement exposer son travail. Et ensuite, je voulais te demander, tu sais, les ressources qui t'ont Ouais. aidé, toi, quand tu as commencé dans ce domaine-là. Alors les ressources, donc j'essaie de me rappeler quand j'ai en graphisme, vraiment YouTube, je trouve que c'est super. J'ai appris plein de choses sur YouTube. Je suis très court à temps partiel. Donc j'avais de la chance quand j'ai commencé mon premier vrai job de graphiste, mais même avant, les ressources avant ça, ça a toujours été de faire du bénévolat et du volontariat, parce que tout le monde a besoin d'un graphiste. Donc moi, vraiment, comme j'ai commencé, j'étais pas payée, mais ils avaient besoin d'un maquettiste pour un journal. Donc D'accord. l'échange, c'était de dire, on te forme à l'époque en InDesign, etc., parce que je savais pas le faire, et en échange, tu es maquettiste pour nous. Donc moi, après, quand j'ai cherché mon premier stage, j'avais déjà une ligne qui disait que Ouais. j'avais été maquettiste, que je savais utiliser InDesign. Donc ça a été vraiment des super ressources. Et je dis toujours à mes élèves, c'est pas terrible de bosser gratuit, mais quand on débute, euh, au moins que ça vous fasse un peu plaisir, mais trouvez des associations qui vous plaisent, en lesquelles vous croyez, et proposez vos services. Parce que ça vous fait de l'expérience et c'est pour une bonne cause. Mais bon, que quand vous débutez. Donc ça a été des super ressources. Après, YouTube, vraiment beaucoup. Et voilà, moi, je suis très courte du soir et j'ai eu la chance de pouvoir en prendre.
Donc, j'ai fait des cours de branding, j'ai pris des cours de After Effects, sont vraiment des cours spécifiques. Donc ça m'a bien aidé. Et le dernier, je dois dire, le réseau. C'est vrai qu'il ne suffit pas beaucoup de personnes, mais il y a peut-être un jour où vous allez rencontrer une personne qui va vous ouvrir une porte, et ça va ouvrir une autre porte, une autre porte, une autre porte, et c'est comme ça que ça marche. D'accord. Ah, c'est intéressant. Donc sur YouTube, alors tu as eu pas mal de ressources qui t'ont aidé dans ta formation. Ah bah, plein de choses, même quand j'ai commencé donc mon travail de graphiste, encore une fois, parce que moi j'ai toujours eu ce sentiment d'imposteur parce que j'ai pas fait d'école d'art. Oui. Donc ça va, maintenant je donne les cours. Mais pour en arriver là, moi j'ai pas fait d'école, donc c'est pas, je dis pas que je suis pas, c'est pas du tout que j'ai jamais eu l'impression d'être mauvaise à ce que je faisais, mais j'ai l'impression qu'étant donné que j'ai pas passé 3 ans dans une boîte avec d'autres gens qui étudiaient la même chose et des professeurs qui m'enseignaient à aller plus vite, j'ai dû apprendre tout toute seule, donc c'est sans doute d'une qualité comparable, mais j'ai mis beaucoup plus longtemps à arriver là. Et donc, j'ai essayé de trouver des moyens d'aller plus vite. Donc, voilà, c'est pour regarder des vidéos sur des bases de la composition, des choses comme ça. C'est vrai que si on ne te l'apprend pas, en fait, tu ne le sais pas. Oui, tu ne le sais pas. Mais... donc, voilà, ça a été plutôt utile. Et là, plus récemment, même quand j'ai eu mon premier job en UX, évidemment, à l'entretien, ils m'ont demandé qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel donc j'ai dit que les trucs qui avaient marqué dans les annonces. Donc j'ai dit oui, j'utilise Sketch. À l'époque, c'était Sketch, c'était pas Figma. Et les 3 semaines avant de commencer le boulot, j'étais sur YouTube la journée à faire des tutos parce qu'il faut bien. Tu peux pas arriver les mains vides. Donc oui, je trouve ça très utile. D'accord. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu as vraiment pris le risque en fait de te former avant la mission, quoi. Mais c'est sympa parce que ça. En fait, pardon, mais je trouve qu'il faut aussi se faire confiance dans le fait qu'on n'est pas stupide et que c'est pas parce que j'ai pas eu une formation sketch diplômée, et ça encore, je trouve que c'est un trait très français, de dire si tu as le diplôme, c'est OK. Mais je pense que tu peux apprendre en fait. Tu peux apprendre un logiciel, c'est pas la chose la plus compliquée du monde. Donc même si tu n'as pas tout ce qu'il faut de l'annonce, il y a des trucs qui vont être plus compliqués. Donc si tu ne parles pas chinois, bon, en 3 semaines, tu ne vas pas non plus devenir bilingue. Mais quelque chose comme apprendre un logiciel, passer de InDesign ou Photoshop à Sketch, bon, ça va. Si on s'y met, on y arrive. On peut le faire. Et ce que je voulais te demander ensuite, c'était pour toi, c'est quoi les avantages d'être indépendante, d'être freelance? Alors, pour moi, c'est vraiment très basique. C'est que j'aime pas devoir poser des vacances. C'est tout. J'aime faire ce que je veux quand je veux. Donc, voilà. Je pense que c'est ma plus grande raison. J'essaye de penser à d'autres raisons, mais je pense que vraiment, en gros, ça tient à ça. Et de faire plusieurs choses en même temps. J'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Si je fais qu'une chose, je m'ennuie. D'accord, oui. Donc, tu as besoin alors d'être sur plusieurs dossiers en même temps, c'est ça? Ouais, j'aime bien être sur plusieurs dossiers en même temps. Ça me fait des petites pauses dans la journée. Donc, tu ne penses pas seulement à un projet. Même quand je donnais cours, j'avais un client à côté. Bon, ça te fait quelque chose d'autre à faire. Je m'ennuie quand je fais une seule chose. Mais majoritairement, je veux avoir cette liberté. Ça m'angoisse de ne pas savoir si je vais pouvoir me reposer, si je suis fatiguée. Ouais. Donc, si dans 2 mois, j'ai envie de prendre 3 semaines, je n'ai pas envie de demander la permission. D'accord. Et alors justement, par rapport à ça, est-ce que comment est-ce que tu fais pour ne pas te disperser? Tu sais, tu es sur 3 dossiers, par exemple, à la fois. Comment est-ce que tu fais pour gérer ça? Alors, je pense que tu demandes à la mauvaise personne, mais je pense... tu pourras couper ça dans l'interview parce que je ne vais pas me saquer, mais je pense pour ne pas se disperser... Alors, ce que j'ai testé à un moment, c'était de faire des agendas. Donc, vraiment, dans mon Google Calendar, mon calendrier, de dire de 2 à 5, tu fais ci, de 3 à 5, tu fais ça. Ça a marché un petit moment. Au bout d'un moment, c'est jamais suffisamment flexible pour la vraie vie, qui est que tu vas avoir un meeting pour quelque chose d'autre pendant cette période. Donc, ça arrive. Mais ça, c'était, je pense, la meilleure méthode que j'ai pu tester. Et sinon, je suis très liste. Je suis très to-do list, mais encore une fois, il y a cette liberté
de faire les choses un peu quand je veux, du moment qu'elles sont faites. Donc, j'apprécie qu'on me donne une deadline. J'avais un client qui me disait juste, il faudrait faire ça, mais il ne me disait pas pour quand. Donc, moi, je le fais quand je le fais. Enfin, je ne sais pas si c'est urgent, pas urgent. Ça a l'air pas urgent. Donc, oui, s'il n'y a pas de deadline, c'est pas urgent. Oui. Donc, j'aime bien savoir pour quand je dois rendre les choses. Après, je vais m'organiser en fonction d'une deadline. Mais s'il n'y en a pas, c'est vrai que je trouve ça plus compliqué. D'accord. Voilà. Intéressant. Et alors là, autre question qui va te perturber, hein, je le sais d'avance. C'est quoi la plus grande erreur, la plus grosse erreur que tu aies commise en tant que freelance, et comment est-ce que tu as rebondi après cette erreur? Alors, je vais t'en dire 2, parce que j'y réfléchis. Donc, la première erreur, c'est pas tant une erreur que ça, mais donc on en a discuté ensemble l'année dernière, c'est que je n'ai pas de compte. Ça, c'est vraiment pour la France, mais j'ai pas de compte pro. J'ai juste mon compte normal parce que c'est trop long à expliquer, mais je ne peux pas ouvrir de compte bancaire. Non pas que je sois fichée ou rien, mais c'est parce que j'ai la double nationalité américaine, donc je ne peux pas ouvrir de compte bancaire en France. Dans beaucoup de banques, notamment les banques en ligne qui sont utiles, genre, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas Swile, enfin N24, N26. Bon, ne citons pas de marque. Donc voilà, ça a été un peu compliqué pour moi. Honnêtement, j'ai semi-réglé le problème, donc avec ton aide, mais c'est pas vraiment réglé parce que j'ai toujours pas de compte séparé. Donc ça, c'est un peu compliqué pour le côté administratif. L'autre chose que j'ai pu faire en freelance, c'est que j'ai tendance à faire, vu que je m'ennuie quand je fais une chose, j'ai tendance à prendre trop d'un coup. En fait, ça fait vraiment, j'ai des creux et des pleins. Donc là, en ce moment, par exemple, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Beaucoup trop, et donc ça veut dire que ton travail il va être de qualité moindre parce que j'ai pas le temps. Donc ça, c'est un peu dommage. Et je dirais que peut-être ce que je devrais faire, c'est être plus régulière sur combien de choses je peux m'engager à la fois. Après, il y a aussi eu des moments où j'avais franchement plus envie de travailler sur un projet. Et plutôt que de le dire clairement, j'ai pas le temps, j'ai plus envie de le faire, j'ai un peu laissé traîner. Donc ça, c'est pas très agréable non plus parce que le client, il n'a pas l'impression qu'on s'occupe de lui. Bon, voilà. Je pense que c'est et rebondir, j'ai rebondi. Là, en ce moment, en gros, je rebondis en faisant tout ce que j'ai à faire et après, je vais pas en prendre plus. Et pour le client, finalement, on a fini par arrêter, mais ça aurait pu se finir plus tôt, je pense. D'accord. Ouais. Et pour le compte, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça finira par se régler. J'ai pas envie de le faire. Et ce que je voulais te demander aussi, c'est depuis que tu as commencé, quelles sont les compétences que tu n'avais pas, que tu as acquises et qui t'ont permis de réussir en fait en tant que freelance et d'en arriver où tu en es aujourd'hui? C'est une très bonne question. Je pense sincèrement que c'est très cheesy, mais j'aurais tendance à dire que c'est la confiance en soi, dans le sens où au début, comme je t'ai dit, moi j'ai vraiment commencé, et c'est normal je pense pour mon cas, à travailler gratuitement parce que j'avais aucune formation. Et qu'au fil du temps, au fur et à mesure des années, maintenant j'ai une bien meilleure idée comment on dit, du taux du marché. Déjà de combien les gens sont prêts à payer pour quelque chose, de la valeur que je peux apporter, parce que même l'année dernière encore, ou même l'année d'avant, je disais non, bon, oui, je donne des cours, voilà, je design, mais bon, je suis pas j'ai pas fait d'école d'art, bon, peu importe le discours que les gens ont dans leur tête, le mien c'était ça. Et maintenant que j'ai beaucoup plus d'expérience dans le secteur, en parlant directement à des clients, là je fais des formations qui sont plus corporate, donc je forme des gens dans une banque, peu importe. Mais tu te rends compte que finalement, il ne faut pas se limiter, je parle vraiment que pour moi, à un budget qu'on avait en tête parce que personne n'a autant d'argent. Donc ça ne peut pas coûter tant. C'est déjà beaucoup de facturer ci ou de facturer ça. Et finalement, en fait, c'est souvent plus que ce qu'on peut s'imaginer. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aidé parce que sinon, j'aurais continué à dire
Oui, d'accord. Mon premier job d'illustration, je crois que j'étais payée 30 livres, donc 30 euros, mettons, pour un dessin. Mais j'étais tellement contente qu'on me paye que je l'ai fait parce que j'étais trop contente. Mais aujourd'hui, je ne ferais pas ça. Oui, oui, j'imagine, surtout qu'avec les missions variées, forcément, et puis ce qu'on te demande aussi. Ouais. Donc, tu avais cette tendance à sous-évaluer, en fait, ton travail. Je pense parce que, et ça, bon, ça devient plus psychologique, mais j'espère peut-être que ça pourra résonner avec d'autres personnes. Mais quand on vient d'un milieu où il n'y a pas beaucoup de grosses sommes qui circulent, c'est vrai que de se dire, même à l'époque, bon, je ne sais plus combien là, ils m'ont demandé d'illustration, mais mettons une dizaine, et qui m'avaient dit on paye 250 euros, je disais, bon, c'est beaucoup 250 euros. Alors qu'aujourd'hui, maintenant que je travaille dans le secteur notamment bon, de la tech, c'est rien 250 euros pour une boîte, pas pour une personne. Pour une boîte, c'est rien du tout. Donc, leur demander ça, c'est gratuit pour eux. Ils vont le déduire de leur taxe. Donc, voilà, je pense que c'est cette compréhension du marché qui m'a aidée. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes projets un en particulier ou des projets Oui, bien sûr. Alors, c'est un peu en dehors du design, mais en ce moment, je suis en train de me demander si je ne peux pas créer quelque chose qui soit moins axé sur l'UX, mais qui reste axé sur des expériences. Donc, ce que je pense, je fais ma promo, et ce que je pense, c'est que je peux... non, j'ai pas de concept encore, mais j'y réfléchis. J'aimerais créer une espèce des expériences où on aurait des personnes dans une salle, donc un peu comme une formation. Mais la formation, le contenu ne serait pas des formations sur l'expérience utilisateur ou l'UX ou des hard skills comme ça. Je voudrais m'intéresser plus à ce qui est intelligence émotionnelle. Et je pense en ce moment, je réfléchis à la manière dont je pourrais amener mes connaissances en illustration, en BD et des formations comme ça pour des gens qui voudraient accéder plus à peut-être même être plus détendu, ce dont on parlait tout à l'heure, être plus adaptable. En fait, si le truc il est cassé, en fait, c'est pas très grave. Donc, comment on fait pour être plus adaptable comme ça? Et en ce moment, bon, tu vas rigoler, mais pour tout te dire, donc je suis une formation de clown. Je trouve ça vraiment super parce que la clé, c'est ça, c'est l'adaptabilité et d'être ouvert à l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il va dire une bêtise et toi, tu vas dire ah super et tu continues dans la bêtise. C'est un peu comme l'impro. Et je trouve qu'il y a beaucoup à faire, mais encore une fois, j'ai réfléchi entre la BD ou le dessin, le clown et l'intelligence émotionnelle et quelque chose comme ça. Mais pour moi, ça devrait rester visuel parce que c'est comme ça que je fonctionne. Donc c'est très vague, mais peut-être que ça donnerait une idée. C'est ça que j'aimerais faire. D'accord. Et alors, précédemment, tu parlais de confiance en soi par rapport à à ce que tu facturais donc à tes clients. Et c'est vrai que quand on parle d'intelligence émotionnelle, il y a toujours une notion, je pense qu'on oublie souvent, c'est en fait, avant la confiance en soi, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire s'accorder en fait et se dire que on a telle valeur, alors pas forcément financière, hein, mais j'ai telle valeur, tel principe par exemple, et avant de se lancer dans quelque chose, etc., s'accepter tel qu'on est, enfin tout un tas de travail sur soi qu'on peut faire avant d'avoir cette confiance où la confiance, ça va plutôt être de se dire tiens, je vais m'imposer là, et l'estime de soi, ça va vraiment être de reconnaître les valeurs qu'on a et ce qu'on vaut concrètement. Et je trouve souvent que justement la confiance en soi, elle est très souvent mise en avant, alors qu'il faudrait plutôt parler d'estime de soi. C'est intéressant. D'autant plus qu'on on parle de design, donc il faudrait vraiment prendre conscience de la valeur qu'on a. Et peu importe le domaine, c'est vrai que les freelances ont tendance à brader leur prix quand ils commencent, et c'est pas forcément une bonne chose. Par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que faire éventuellement du pro bono pour se dire tiens, je vais pouvoir mettre une ligne ou deux sur mon CV, pourquoi pas, mais ne pas brader son travail parce que on est accordé du temps, on est accordé des connaissances, des outils, etc. Et je trouve que ce point-là, en tout cas, c'est intéressant à développer par rapport à ce que tu disais précédemment, et là aussi par rapport à ce projet-là dont tu parles, de faire prendre connaissance en fait aux gens. Ce point-là, je trouve que c'est important.
C'est très important. Vas-y. Oui, je t'en prie. Non, vas-y. Je rebondis. D'accord. En fait, ce que je voulais te demander, c'était une journée typique pour toi. Je sais que c'est pas forcément évident parce que tu fais plein de choses, etc. Mais éventuellement alors j'aime pas ce terme de productivité, mais pour faire en sorte que ton travail soit vraiment efficient, efficace, oui, efficace. Comment est-ce que tu procèdes? Ouais, alors je vais répondre déjà à cette question, après je vais rebondir sur ce que tu disais avant. Donc déjà, je trouve ça difficile de me dire je vais m'asseoir toute seule et je vais faire mon taf et je vais le faire parce que je me disperse, parce que je fais tellement de choses qui m'intéressent, et j'ai de la chance, que, ok, c'est vrai que ce projet-là, il m'intéresse, mais s'il m'intéresse moins que l'autre chose, là, les marionnettes, quoi que ce soit, il m'intéresse en ce moment, j'aurais du mal à m'y coller. Donc, c'est pour ça que les deadlines, c'est très utile, parce que je sais qu'il faut que ça soit fait à ce moment-là. Donc, j'aurais tendance à m'en fixer une. Et donc, pour revenir je vais quelque part avec ça. Ce que je trouve compliqué, donc, c'est d'être seule. Donc là, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai un cowork avec une dizaine de personnes qui sont très sympas, que j'aime beaucoup. Et au moins, même si on ne travaille pas ensemble, on déjeune ensemble. J'y vais pas tous les jours, mais on se voit et tout le monde est un peu, voilà, c'est un peu studieux. Tout le monde est en train de travailler, on peut faire des blagues. Bon, ça m'aide plutôt que rester chez moi. C'est pas très motivant. Après, ça, c'est quand je fais des projets donc à distance, mettons. Mais sinon, donc, encore une fois, je trouve que j'ai beaucoup de chance et c'est plutôt cadré, parce que si je donne des cours, bah, en fait, tu n'as pas le choix. Tu dois être en ligne à telle heure, faire le cours, et après, les élèves, ils sont là. Et donc, moi, c'est ça qui me donne ma discipline. C'est le fait que j'ai des gens en face de moi. Il faut qu'ils m'attendent. Et j'adore, en fait, répondre aux questions et coacher. Et après, ils viennent. Ça me fait plaisir de donner. Donc, ça me donne beaucoup de motivation. Mais c'est vrai que si j'avais un travail où je parlais à personne, qu'on me donnait des tâches et qu'il fallait que je les fasse, je pense que je ne serais pas très heureuse et franchement, je ne le ferais pas très bien. Ouais, donc pour répondre à ta question, voilà, je pense que le truc du calendrier, c'est pas mal, mais pour moi, c'est d'être en compagnie de personnes autour de moi, ça m'aide à me fixer ou vraiment d'avoir des horaires, un calendrier. Je sais qu'il y a des gens qui se mettent dans des coworking virtuels sur Discord, où tu peux te mettre dans une salle où ils jouent de la musique douce et tout le monde est en train de travailler ensemble, bah, ça peut être bien. Mais moi, vraiment, même si ça peut être bête, mais je le fais jamais, mais je pense que ça marcherait pour moi. Si j'avais un Zoom ouvert et que tu étais là et que tu me parles même pas, mais on fait notre taf tous les deux, et ben je sais que tu me regardes poser. Donc, je suis obligée de le faire. Ça me tiendrait disciplinée. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur l'estime de soi tout à l'heure. Je trouve ça très juste. Et je voulais dire, donc oui, il ne faut pas se brader, il faut savoir la valeur de ce qu'on fait. Et vraiment, je pars dans un tout autre sujet, mais je trouve que c'est important de valoriser le fait que peut-être qu'on est différent, mais ça ne veut pas dire, parce qu'on est différent, donc si votre travail est différent de la norme et des trends, ou si la manière dont vous comportez dans la vie est différente. Moi, pendant très longtemps, j'étais pas comme tout le monde. Ça veut rien dire en fait. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais vachement honte parce que je disais mais je suis trop bizarre, je suis comme ci, je suis comme ça. Et en fait, de dépasser, je trouve que la honte, c'est vraiment l'anti-créativité. Parce que tu n'assumes pas ce que tu fais, ou ce que tu es, et tu n'as pas cette estime de soi. Donc, si tu as honte et que quelqu'un te dit oh, bah, je vais te payer 3,50 €, tu fais oui, d'accord. Vraiment comme un petit cafard. Donc, et vraiment arriver à cette estime de soi, c'est très important. D'accord. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que justement, quand tu es dans un process de création et que tu as un projet, alors quand tu peux éventuellement te dire je vais aller regarder un petit peu à droite à gauche ce qui se fait pour voir éventuellement ce que je pourrais faire de différent ou autre. Et c'est vrai que dans le process justement de création, il y a toujours ce moment où tu te dis est-ce que j'ai pas été trop loin en fait dans ce
dans cette création qui va sortir du lot. Et là, je pense à un ami qui avait créé sa marque de vêtements et qui, en fait, jouait beaucoup avec les accessoires, hein, les chapeaux, les ceintures, les chaussures, etc. Et en fait, il se disait toujours, mais est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que je dois vraiment lancer la collection? Et en fait, je lui disais, bah, lance-la. De toute façon, c'est devenu maintenant ta marque de fabrique. Les gens te reconnaissent parce que tu vas dans ce coin perdu et ça marche. Donc, pourquoi se poser la question? Et par rapport à ça, ce que j'ai envie de te demander, c'est, tu sais, la phobie créative. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment et comment est-ce que tu l'as géré, toi? Oui, je l'ai complètement eu, pas tant en tant que graphiste, mais en tant Ouais. que pour ma BD. Ah oui, d'accord. Complètement, parce que justement, il y avait cette pression de produire, de poster, et j'ai commencé à ne plus dessiner ou écrire pour moi, parce que ça me faisait rigoler, mais Ouais. pour que ça plaise. Et je trouve que quand on commence à créer pour que ça plaise, en fait, ça met une espèce de pression d'un public imaginaire où en plus, on ne va jamais te soulager de cette pression parce que personne ne va venir te voir en disant ça, c'est ce que les gens veulent. Ouais. Donc en fait, tu ne sauras jamais. Ça, Donc tu peux te convaincre tout le reste de ta vie que c'est pas ça ce que les gens veulent de toute façon. Donc ça, oui, c'est très compliqué. Et la manière dont je m'en suis sortie, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben en fait, j'ai recommencé à dessiner, mais en montrant pas ce que je fais. Donc ça, c'est la phase 1. La phase 2, ça va être assumer ce que je fais et montrer ce que je fais. Je pense que c'est mon chemin. Après, peut-être que d'autres personnes ont un chemin différent. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je sais que c'est toujours des périodes qui sont compliquées pour les freelances, surtout quand on démarre des fois un nouveau projet et que tu as une deadline, Ouais. que le client fournit une deadline. Des fois, tu as un peu de mal, tu sais pas trop par où commencer et puis tu te retrouves dans une espèce de peur qui fait que bah, tu ne produis rien et ça peut être très embêtant par rapport C'est vrai. à tes clients. Bah, à un niveau plus professionnel, oui, après, ça m'est arrivé même plus récemment, mais je trouve que le problème, c'était pas tant le fait, c'est pour moi, c'était pas le Ouais. fait que j'ai pas d'idée, c'est que je montrais une idée et qu'après le retour, c'était c'est pas ça, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je t'ai demandé. Okay. Bah, moi, je veux bien après, ça me gêne pas, mais après, je vais montrer une deuxième idée. Et le feedback, c'est à nouveau, non, c'est pas ça ce que je veux. Mais en fait, si tu me donnes pas d'indication, Ouais. c'est compliqué. Donc évidemment, au bout d'un moment, oui, je me suis un peu bloquée. Donc après, il y a des stratégies. Mais tu peux dire, bah, est-ce que vous pouvez m'aider? Bon, il y a plein de choses à faire. En soi, c'est pas une fin en soi de faire ça. Mais c'est vrai que je trouve que ça, de pas donner de feedback, mais de juste dire, ça, c'est pas ce que je veux. Donc ça veut dire que tu as déjà une idée en tant que client dans ta tête de ce que tu veux, mais tu ne me dis pas quelle idée. Et moi, il faut que je devine. Donc, c'est compliqué. Donc, ça, voilà, ces situations-là, je trouve ça un peu complexe. C'est vrai que c'est pas évident du tout. Surtout que, en fait, il faut savoir donner du feedback. Oui. Et d'expérience, je sais que pour avoir travaillé dans la mode, pour avoir donné des fois mon travail, le feedback, en fait, était tellement arrêté, c'est-à-dire que, comme tu dis, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qu'on cherche, etc. Mais on te dit jamais, ou alors simplement, est-ce qu'on pourrait te donner un fil conducteur, mais même Et pas. voilà. Et c'est vrai que t'es forcément bloqué. Bah, oui. Et c'est vrai que c'est pas toujours aussi évident à accepter, hein, parce que forcément, quand tu produis quelque chose, tu as le sentiment que c'est la bonne chose, etc. Oui, tu as fait exprès, ouais. Voilà. Et forcément, si la personne en face ne sait pas te donner ce feedback-là pour te dire, bah écoute, c'est pas ce que je veux, mais éventuellement, si tu peux faire en sorte d'arriver à ce résultat-là, ça m'intéresserait, je serais curieux de voir ce que ça donne. Mais souvent, c'est très, très arrêté. Et je pense que la culture du feedback aussi, elle est compliquée quand les personnes ne savent pas Oui, c'est vrai. le donner. Je pense, alors une phrase que j'aime beaucoup, que j'utilise, plutôt en anglais, mais bon, peu importe, ça dépend à qui tu parles, c'est quand les gens, tu sais, donc, mettons qu'il y a un échange comme ça où tu dis voilà ce que j'ai fait, et la personne te dit c'est pas ce que je veux,
Mais si tu lui demandes qu'est-ce que tu veux, elle te dit je ne sais pas. J'aime beaucoup demander mais si tu savais ce que tu voulais, qu'est-ce que ce serait? Oui, Parce que ça enlève la pression. C'est ça pas, enlève la mais en pression. fait, mais si tu savais, ce serait quoi? Et là, ça débloque un peu parfois. Ça délie un peu les langues, oui, c'est vrai Ouais. que quand tu poses la question comme ça, forcément, c'est pas la même approche. Ouais. Donc, c'est intéressant. Et je voulais te demander ensuite les leçons que tu as tirées, que tu as apprises depuis que tu as commencé donc cette expérience de freelance. Est-ce que tu en as plusieurs? Est-ce que tu en as une principalement? Alors que ce soit humain ou vraiment basé uniquement sur le côté professionnel. Bah, vraiment un peu ce que j'ai dit auparavant. Donc, premièrement, j'ai envie de dire, tu sais, under promise, over deliver. Donc, promets moins, mais fais plus. Bon, ça, je pense que c'est bien en théorie, mais dans la vraie vie, c'est très compliqué. Déjà de promettre, d'estimer ce qu'on doit faire. Donc, en plus, après, de se dire, ah, je vais promettre moins. Enfin, bon, déjà, quand tu sais pas exactement ce que c'est la mission compliquée. Mais je dois dire, donc professionnellement, les leçons que j'ai apprises, c'est de toujours impliquer le client dans le processus le plus possible. Parce que du coup, ça ne devient pas un jeu de j'ai fait ça et tu m'évalues, c'est on a fait ça ensemble. Comme ça, c'est plus simple de communiquer. Donc, mettons qu'on ait fait le brainstorm ensemble et qu'on se soit mis d'accord sur une idée ensemble. Après, si je l'exécute, eh ben, il l'aura vu plus tôt, il ou elle l'aura vu plus tôt et ça viendra un peu d'eux. Donc, ce sera moins difficile d'écraser tout ce qu'il y a de mal. Enfin, le feedback, je pense, sera plus mesuré. Donc, ça, c'est une grande leçon. Et je pense, non, je vais revenir sur ce que je disais, sur vraiment d'apprendre la valeur de son travail. C'est important. D'accord. Et alors, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que tu fais participer, en fait, donc le client. Donc, je pense que tu es au fait de ce qui s'appelle le HCD, donc le Human Centered Design. Donc, pour les francophones, donc c'est le design centré sur l'humain. C'est vrai que cette notion, en fait, d'inclure, donc que ce soit l'utilisateur, que ce soit les équipes, ou alors même justement ce qu'on appelle le travail interéquipe. Qu'est-ce que tu en penses justement par rapport au travail basique qui serait de dire, tiens Kim, tu vas nous produire du design parce que tu sais faire, et nous on va aller faire ce qu'on sait faire de notre côté parce qu'on sait bien le faire, et on veut pas participer parce que c'est pas notre job. Alors qu'en fait, comme tu disais précédemment, ça reste intéressant puisque justement tu vas peut-être titiller justement l'esprit créatif de certains, et certains vont contribuer justement donc au projet. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Mon deuxième job à Londres, j'étais dans une boîte de consulting, une petite boîte. C'était pas McKinsey, rien du tout, mais on avait vraiment des pratiques de travail géniales, je trouve, où justement tous ces principes-là, c'était pas que des principes, on les mettait tout le temps en œuvre. En œuvre, exactement. Donc, le fait quand on faisait des brainstorms, c'était pas optionnel en fait pour les clients. Donc, on vendait des missions de consulting. D'accord. Les clients n'avaient pas le choix de ne pas venir quand on faisait des brainstorms, quand on faisait des rétros, quand on faisait des tests, des choses comme ça. C'était dans le package. S'ils ne voulaient pas le faire, ils allaient voir ailleurs. Et du coup, c'était génial parce que d'une part, ça fédère vraiment beaucoup les équipes. Donc même, par exemple, des gens comme des développeurs, tu sais, qui disent, voilà, moi, je ne sais pas dessiner, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Les développeurs chez nous, c'est pas grave. Ils savaient, du coup, à peu près comment on faisait de l'UX. Moi, j'ai fait plein de formations dans la boîte. C'était sympa, on faisait ça le samedi. Et après, on avait un jour de congé. C'est quand j'étais en CDI. Donc, on avait un congé compensé. Donc, vraiment hyper rigolo, où on faisait du UX en 12 heures. On faisait tout un sprint. Mais ils comprenaient comment ça marchait. Et ça veut dire que même pour leur pratique de développeur, ils avaient l'utilisateur en tête. C'était pas juste, je te donne le ticket et tu le fais. C'était... ils avaient le contexte. Donc ça, c'était important. Et les clients, pareil, ils avaient le contexte. Plus, vu qu'on était consultant et donc un peu comme en freelance, mais à une autre échelle, à l'échelle de la boîte, c'était plus compliqué pour les clients, d'être pas très sympa ou de dire votre travail il est pas bien parce qu'en fait c'était peut-être pas bien parce que t'es pas venu.
parce que tu nous as pas fait de retour. Enfin, on s'était jamais hostile comme ça, mais ça aurait été l'idée. Et donc, on voulait voilà, sans cesse faire l'interface entre les utilisateurs, mais également le client pour être sûr qu'on ait comme un diagramme de veine, qu'on soit bien au milieu et qu'on fasse plaisir à tout le monde. Enfin, fait plaisir, que ce soit utile et que ce soit la bonne solution pour tout le monde. Donc ça, vraiment, je trouve que c'était génial. Je crois que c'était ça ta question. C'était de savoir ce que j'en pense de ce mode de... Oui, ce que tu en penses, oui, par rapport au travail basique où on te dit, ben voilà, produis Oui. quelque chose et on donnera notre avis. Ah oui, je comprends. Bah non, vraiment, je trouve que c'est vraiment très supérieur. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans des boîtes où on ne faisait pas ça, où c'est juste, pour reprendre l'exemple des développeurs, je vais faire quelque chose et après, on n'est même pas en stand-up ensemble, on ne se parle pas. En gros, on se parle une fois par mois quand on fait un meeting. Il y a plein d'erreurs. C'est bête, hein, mais il y a eu un développeur, j'avais fait un design web, vu qu'on ne se parlait pas, il a tout designé sur l'appli. D'accord. Donc, c'est même pas le même code, c'est même pas le même langage, il a fallu tout refaire. Voilà, il n'y a pas les bonnes configurations. Et quand on ne donne pas cette opportunité de parler entre équipes, les gens vont avoir plus peur de poser des questions, ou plus flemme, je sais pas, parce que c'est comme ça, on se parle pas. Et du coup, il va y avoir beaucoup plus d'erreurs, on communique pas, c'est pas terrible en fait. Et puis, c'est pas très motivant, je trouve. Oui, non, mais c'est vrai que c'est ce que je te disais précédemment, justement, sur le travail interéquipe. Moi, j'ai le souvenir, donc, dans mes interventions en tant que consultant, j'étais vraiment surpris, hein, des fois, comme tu le dis, de voir des gens qui se parlaient absolument pas et qui attendaient de se retrouver donc une fois par mois dans un meeting pour se dire, bah tiens, j'ai fait ça, mais c'est pas ce qu'il fallait faire, ou alors, bah tiens, j'ai fait ça, mais attends, on parle pas du même projet. Donc, il y avait vraiment toujours des décalages et moi, j'encourageais toujours cette pratique de travail en interéquipe pour être sûr de faire remonter les bonnes choses, les bonnes informations. Et puis surtout, de fédérer un petit peu autour du projet sur lequel tu travailles et de faire en sorte que justement tu inclus tout le monde et de dire tout le monde est vraiment concerné au final par ce qu'on est en train de faire et par le résultat final. Exactement. Et c'est vraiment très supérieur. Après, je dois dire personnellement, je suis arrivée dans des environnements où donc c'était pas le cas, c'était pas une ambiance de travail comme celle que je décrivais avant. C'est vrai qu'au début, tu pousses un peu, mais bon, au bout d'un moment, si personne n'est réceptif, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est un autre c'est vraiment, j'ai pas toutes les casquettes, je peux pas être chef d'équipe et product manager et designer et trucs, tu peux pas non plus tout faire. Donc c'est dommage qu'il y ait encore des environnements comme ça, il y en a beaucoup, mais bon, on peut pas tout changer tout le temps, quoi. C'est clair. Et alors, ce que je voulais te demander par rapport à tout ça, c'est est-ce que tu as déjà eu un mentor? Oui, j'ai beaucoup de chance. Donc, la boîte de consulting où j'étais auparavant, j'ai plein d'amis qui travaillent encore. Tout le monde était très talentueux, très fort et très gentil. Et du coup, je suis restée en contact avec beaucoup de personnes là-bas. Ce que j'ai fait, mon top tip, c'est si jamais vous êtes dans une boîte ou une mission, ce que j'ai fait en partant, parce que je trouve que c'est parfois gênant de recontacter les gens à qui on n'a pas parlé pendant 6 mois. Ou pendant 1 an, pendant 2 ans. Moi, la première, je dis « Ah non, il me déteste, je ne suis pas vue depuis 2 ans. Je demande que de l'aide quand j'ai besoin, mais je ne demande pas comment il va, blablabla. » Donc, ce que j'ai fait en partant, c'est que, vu qu'on était encore très collés, quoi, amis, j'ai calé des rendez-vous Google tous les 3 mois pour toujours. D'accord. Okay. Du coup, même si j'ai rien à leur demander, même si on n'a rien à se dire, enfin, on n'a jamais rien à se dire, mais tous les 3 mois, on se parle 20 minutes. Et bon, en vrai, on se parle entre-temps avec certains d'entre eux, mais au pire, on fait des petits catch-up comme ça. Et ça veut dire que si j'ai besoin d'aide dans 6 mois, 2 ans, peu importe, personnellement, je ne me sentirais pas mal de demander parce qu'on cultive ce lien. Et je trouve que l'automatiser sur Google, ça retire beaucoup de ce côté un peu gênant, un peu awkward. Est-ce que tu as 30 minutes la semaine prochaine? Et en fait, il est dans le calendrier depuis 2 ans. Donc, au pire, on peut le bouger.
ou on peut l'annuler de temps en temps, c'est pas grave, mais par défaut, on va se parler. Et donc, oui, j'ai beaucoup de chance. J'ai eu la personne qui m'avait embauchée pour ce job qui est géniale et avec qui on est toujours en contact, et aussi d'autres personnes là-bas avec qui je peux demander des conseils souvent. Et c'est vraiment top. Et j'essaie de faire ça pour mes élèves aussi. Donc, je leur dis toujours quand le cours finit, si jamais vous voulez me contacter dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, ne vous sentez pas mal. Après, c'est pas de ma faute, ils le font pas. Ils le font. Il y en a qui le font, mais il y en a qui le font pas. C'est vrai que c'est peut-être une bonne pratique de design humain, en fait, hein, de rester en contact et de pas forcément prendre mal le fait que quelqu'un va te contacter pour son intérêt, Ouais. même si ça peut être mal vu, mais c'est vrai que souvent les gens hésitent à demander des lettres de recommandation ou à dire bah tiens Kim, est-ce que tu pourrais me recommander pour tel ou tel job. Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce que par rapport à ce que tu dis, cette pratique-là, je l'avais en fait dans une boîte où en fait tu avais dans ton agenda, tu avais un meeting qui était possible d'annuler, etc. À un point talk, quoi, concrètement, j'ai besoin de parler ou j'ai besoin de quelque chose. Et c'est vrai que je trouvais ça sympa parce que du coup, ça permettait des fois d'aborder d'autres sujets hors. Pas professionnel, quoi. Oui, voilà, exactement. Mm. Ou par exemple, tu étais bloqué, ou alors tout à l'heure, par exemple, tu parlais de bénévolat. Alors là, je parle plus de bénévolat dans des assos, etc. Et c'est vrai que une fois, j'étais coincé sur quelque chose. J'étais dans une asso qui avait besoin d'aide. Et ce type de rendez-vous-là, ça m'a permis en fait de discuter avec quelqu'un qui, en temps normal, on parlait uniquement travail. Donc, il n'y avait pas forcément de lien spécifique. Mais j'ai utilisé ce moment-là pour lui faire part, tu vois, de cette association. Et puis, ça a permis en fait de débloquer quelque chose. Et donc, ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure, sur en fait des fois une personne peut débloquer une porte, peut ouvrir une porte qui va en ouvrir d'autres. Et alors là, en l'occurrence, c'était pas pour moi. Donc, et tant mieux d'ailleurs. Mais c'est vrai que je me dis, c'est dommage en fait que c'est pour ça que je dis c'est une bonne pratique de design humain de laisser la porte ouverte et de dire tu es la bienvenue en fait. Bien sûr. À partir du moment où. Après, c'est marrant parce que je sais pas si ça t'arrive dans l'autre sens du coup, mais moi maintenant que c'est moi la prof, pas souvent, mais j'ai bien sûr plusieurs élèves qui m'ont contacté plus tard en disant est-ce que tu peux me faire une lettre de recommandation, est-ce qu'on peut parler, je me sens pas très bien dans mon job, blablabla. Mais en fait, ça me fait toujours plaisir. Mais c'est marrant quand tu es de l'autre côté de la barrière, tu te dis non, mais je vais les embêter. Mais en fait, quand on te demande et que tu as déjà ce lien avec cette personne, bien sûr, ça me gêne pas, à moins que j'ai beaucoup trop de choses à faire. La semaine dernière, on m'a demandé de l'aide. Franchement, non, j'avais pas le temps. Mais j'ai été en mesure de dire, tu sais quoi, cette personne-là que je connais peut t'aider. Et l'autre personne a été très généreuse avec son temps en disant oui, je vais t'aider, même si je te connais pas. Mais ça coûte rien de demander. Oui, c'est vrai que souvent, il y a ces barrières invisibles qu'on met parce qu'il y a cette relation, on va dire, de subordination, entre guillemets, où si tu es employé ou si tu es élève, tu as un petit peu l'impression que tu déranges. Et c'est vrai que pour avoir justement étudié au Canada, j'étais en fait un peu interpellé de la manière de fonctionner parce que pour avoir fait toutes mes études en France, alors du coup, c'est nous, en tant qu'élèves, qui recevions une note. Oui. Et quand j'étais là-bas, à un moment donné, on m'a dit il faut noter le prof. Ouais. Et je me suis dit, mais d'où est-ce que ça sort, ça? Oui, j'avoue qu'en France, c'est pas comme ça. Oui, voilà, c'est absolument pas comme ça. Et c'est vrai que j'étais vraiment choqué. Je me suis dit, mais je dois vraiment noter le prof et ce que je vais dire, en fait, ça va éventuellement impacter sa carrière. Ça va pas impacter sa carrière, mais en fait, c'est pas vraiment une note. En gros, tu vas lui donner. Moi, je reçois tout le temps du feedback, mais c'est ça aussi, ça t'apprend à le recevoir. C'est que je pense pas qu'il va se faire virer à propos de ta note, mais il va recevoir du feedback. Ou par exemple, si c'est lui que ça prête, tu vois, s'il y a 5 personnes qui te disent ça va trop vite, et la prochaine fois, il va voir le feedback et peut-être un peu ralentir. Oui, clairement. Et puis c'est vrai qu'il y a autre chose aussi là-dedans. C'est vraiment en fait le rapport au profs, à savoir qu'ils sont vraiment disponibles pour toi. Ouais. Et parce que justement, ils savent qu'il y a ce feedback derrière. Donc des élèves, des étudiants vont dire le professeur n'a pas pris le temps.
il n'a pas été à l'écoute, etc. Donc, ils prennent vraiment le temps et c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme démarche de dire que c'est vrai qu'on est deux, hein, donc il y a un prof et un étudiant, mais c'est souvent que l'avis du prof qui compte au final. Oui. Et là, en l'occurrence, c'est quand même pas mal de prendre en compte, là, on va dire que c'est encore une bonne pratique de design humain, dans le C'est une sens super où pratique. Ouais. ça permet vraiment de se sentir aussi pris en compte, hein, dans le process et de dire que son avis compte, puisqu'on est les premiers concernés quand on passe une certification ou un diplôme. Donc voilà pour l'anecdote. Et, ouais. Je peux juste rebondir là-dessus. Oui, je t'en prie. C'est complètement encore un autre débat très intéressant, mais je trouve que c'est vraiment un débat que j'ouvre. J'ai pas d'opinion à faire passer sur le sujet, mais c'est vraiment aussi un marqueur de différence entre le fait qu'en France, super, je trouve, de la part de quelqu'un qui n'avait aucun moyen, les études sont gratuites, donc tu vas pas noter le prof parce que c'est l'éducation nationale. Et c'est déjà bien qu'on te donne des études gratuitement, alors que moi aussi, j'ai fait mes études en Angleterre quand j'étais là-bas. Puis j'ai pris des cours du soir quand j'étais à New York et tout. Et effectivement, c'est vrai que tu notes le prof parce que le prof, en fait, la fac, c'est privé. Donc, tu es utilisateur payant et tu es censé être content vu le prix que tu payes. Donc, après, c'est complètement un autre débat plus politique qui se passe après. Bon, Macron, qui veut plutôt privatiser tous les services publics qu'on a en France. Peut-être que ça va se rapprocher plus d'une expérience utilisateur, mais ça reste très mercantile. Oui. C'est beaucoup plus capitaliste que ce serait bien d'avoir les deux gratuits, mais super. Voilà. Oui, alors ça, comme tu dis, je pense que c'est un autre débat. C'est vrai que l'accès après éventuellement à des grandes écoles ou autres pour tous, je crois qu'il va falloir il va pas falloir se lever tôt, il va falloir ne pas dormir. Exactement. Mais voilà, c'est juste pour rebondir là-dessus, parce que je trouve que je suis totalement d'accord avec toi, mais il faut pas oublier que c'est payant là-bas. Donc, c'est un service où tu es le client. Tu n'es pas étudiant et tu es content d'avoir des cours gratuits et tu payes pour les cours. Oui, c'est vrai. Après, j'évoquais ce point surtout pour prendre en compte les élèves, les étudiants, parce que c'est vrai que je trouve quand même dommage qu'il n'y ait qu'un son de cloche. C'est-à-dire, un son de cloche de 0 à 20, par exemple, qui peut faire mal souvent, hein, qui peut faire en sorte qu'une personne ne va pas avoir son diplôme ou autre. Donc, je trouve que c'est quand même, ça reste quand même important, hein, même si c'est gratuit, d'avoir le. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je veux juste recontextualiser, mais je suis d'accord. Oui, mais c'est vrai que c'est dommage que on te note et puis toi, t'as pas ton mot à dire, quoi. C'est vrai que sur ce point, oui, tu as entièrement raison, puisque quand j'étais au Canada, j'ai payé pour ma certification. C'est pas la même chose. Tu as totalement raison. Mais après, je suis aussi d'accord avec toi. Je pense qu'on est d'accord avec nous-mêmes. Oui, on est d'accord, c'est clair. Et ensuite, je voulais te demander les outils que tu utilises au quotidien et qui te facilitent un petit peu la vie. Alors, ça peut être design ou pas, hein, à savoir, tout à l'heure, tu parlais de Google Calendar. Oui, bien sûr. On ne fait pas de pub ici, mais on va quand même citer quelques marques. Bien sûr. Alors, au quotidien, Slack, je pense que c'est vraiment le truc le plus basique. Slack, Figma pour le design. Maintenant, je fais tout sur Figma, même mes trucs perso, des brainstorms perso que je peux avoir. Figma, c'est tellement facile maintenant qu'il y a FigJam et Figma. Avant que, pendant le début du Covid, on galérait sur Miro, Figma, blablabla. Donc, Slack, Figma, Google Calendrier, tout le temps. Et je suis très Notion, parce que je suis une fille moderne de 2022. C'est à peu près tout. Je pense que si j'avais que ces 4, je serais contente et je check mes mails, évidemment. Voilà. Mais ma seule inquiétude maintenant, c'est qu'évidemment, c'est le business plan. Maintenant que j'ai tout transféré sur Figma et sur Notion, quand ils augmenteront leur prix, il faudra qu'on fasse avec ou qu'on aille ailleurs et qu'on retransfère tout. Mais ça, c'est pour plus tard. Oui, ça, on va dire, c'est le train-train de. Et sinon, j'ai acheté un iPad il n'y a pas longtemps. J'ai mis très longtemps à sauter le pas parce que donc ça coûte cher, blablabla. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un iPad pour mon activité de BD et de dessin? Et oui, vraiment, je suis très contente. Je trouve que c'est super parce qu'avant, j'avais donc une tablette ou du papier, peu importe, mais il faut scanner, etc. J'avais une tablette Wacom pluguée sur l'ordi.
Et en fait, l'iPad, mais c'est un bonheur de sortir juste un truc dans ton sac et un crayon. Et le seul mauvais point par rapport à un carnet, c'est qu'il faut le charger. Ouais. Voilà. Après, c'est first world problem. Je suis contente de mon iPad. Oui, on va dire que c'est un petit problème. C'est un petit problème. Ensuite, je voulais te demander, c'est quoi le mythe le plus répandu dans le design ou dans ton métier du UX designer? Peut-être que c'est que digital. Enfin, j'essaie de penser à ce que mes étudiants pensent que c'est le design quand ils arrivent. Et je pense qu'il y en a plusieurs, mais donc une des idées préconçues, c'est l'UX, ça veut dire faire des sites web, ce qui est en toi pas faux, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça peut être aussi autre chose, ou faire des applis. Je pense que c'est le plus gros mythe qui est répandu quand tu ne fais pas du UX. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, je pense que le plus gros mythe, c'est soit que l'UX, c'est que quelque chose de digital, ou que le design, donc pas l'UX, mais le mot design, je pense que dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est rendre les choses jolies, en gros. Et qu'il n'y a pas donc tout ce côté sous le capot, où tu regardes vraiment l'expérience utilisateur et qu'en fait, tu ne designes rien, tu ne choisis pas des couleurs et la forme des boutons, c'est que tu fais beaucoup de travail pour comprendre les besoins de quelqu'un et ensuite tu y réponds et c'est quelque chose d'assez structuré. Ce n'est pas de l'art, c'est de l'art, mais aussi une science. Donc le mythe, je dirais que c'est ça. D'accord, très bien. Intéressant, oui. C'est vrai que moi, ce qui m'avait marqué pendant la certification au Canada, justement en design thinking, c'était la première phrase du prof que j'ai notée, hein, c'est everything is design, donc tout n'est que design. Et c'est vrai que dans le quotidien, on se rend peut-être pas forcément compte de ça, à savoir que alors là, la réflexion est un peu, un peu poussée, hein, mais c'est vrai que ne serait-ce que par exemple le corps humain, par moment, on se pose des questions, à savoir, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a des sourcils? C'est pour la sueur. Je ne sais pas si beaucoup de personnes pourraient répondre, mais c'est vrai que des fois, tu te dis, mais alors, du coup, c'est vrai que le visage humain, par exemple, est très bien fait. Voilà, j'ai 2 yeux, j'ai un nez, une bouche. Et du coup, tu te dis, mais si j'avais 2 bouches, quelle tête j'aurais si j'avais 3 nez, un œil? Du coup, voilà. Et c'est vrai que, ce que disait ce prof, en fait, c'était de prendre en compte, en fait, chaque chose et de se dire, mais tiens, pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Comment est-ce que je pourrais l'améliorer? Comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ce produit ou ce service soit en fait, alors pas parfait, mais soit vraiment utile. Toujours sur le même point, hein, donc pour l'utilisateur final. Mais c'est vrai que pour certaines choses, comme tu disais tout à l'heure, par rapport au panneau, pour un livreur ou par rapport à tout un tas de choses, j'ai l'impression en tout cas qu'on n'a pas cette conscience-là du design. Voilà, c'est peut-être que la beauté, mais non, c'est vraiment tout en fait. Hein, à commencer par le corps humain, à commencer par la nature. Je t'en prie, tu as envie de rebondir? Je vais ramener ma science. En anglais, le mot design, tu sais, en français, on dit design. Donc, en anglais, ça veut dire à la fois, si tu dis quelque chose est by design, en français, tu le traduirais par dessin. Tu sais, donc il y a toujours cette idée d'intention derrière. Attention, donc effectivement, c'est intentionnel. Bon, si on a des sourcils, c'est peut-être évolutif, évolutionnaire, je ne sais pas. C'est pour attraper la sueur, mais c'est par dessin qu'on fait quelque chose. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais, mais le fait que everything is design, c'est marrant parce que l'autre fois, je gardais ma nièce qui a 10 ans. C'est très intéressant ce que tu racontes. Et elle en fait, je me suis rendu compte qu'elle ne sait pas ce que je fais. C'est ce qui n'est pas grave en soi. On ne parle pas de ça. On parle de Pokémon, plein de choses, mais bon. Mais vu que je la gardais un jour où je travaillais, elle n'allait pas à l'école, je lui ai dit, tu veux voir, tu sais ce que c'est mon travail, machin. Et en fait, c'était marrant parce qu'elle n'a pas du tout cette conscience, parce qu'elle a 10 ans,
que tout a été designé. Donc, j'essayais de lui expliquer. Je lui disais, bah, moi, je fais une appli, je fais des sites, je fais des affiches. Et après, on a fait le tour de toute la maison, enfin, la maison, le salon, la cuisine. Et je lui ai pris, mais tout. Une carte Pokémon qu'elle avait, j'ai dit, bah, quelqu'un a fait ça. Quelqu'un a décidé que ça ressemble à ça. Le téléphone, quelqu'un a décidé que ça ressemble à ça. Le salon, le canapé, la télé, tous les trucs. Et c'est vrai que oui, il y en a, bah, tout est design. Et je vais revenir même encore plus, je fais un grand cercle sur ce que je disais au tout début, quand j'ai décrit mon parcours. Où, moi, quand j'ai eu mon bac, je voulais faire des études d'art, mais vu que je venais d'un milieu comme ça, ce que j'ai entendu pendant 5 ans, en gros, de la 4e au bac, c'est il n'y a pas de travail, beaucoup d'appelés, peu d'élus, des variations sur ce thème. Mais je pense que, encore une fois, j'adore ma famille et ils voulaient bien faire et ils ont bien fait. Je suis contente de mon parcours. Mais c'est que tu ne te rends pas compte à quel point il y a des choses à faire. Il y a du design partout. Donc, en fait, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de travail, il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup de gens qui veulent faire ces métiers. Donc, effectivement, il y a, après, et ça reste très français. Le marché, il est saturé parce que tu es dans un petit marché. Mais si tu pars ailleurs, eh ben, il y aura plus de marché et donc tu auras peut-être plus trouvé un job. Mais tout est, je suis d'accord avec toi, oui, tout est design. Là, il y a quoi? J'ai la carte du centre Pompidou. Bah, il y a quelqu'un qui a fait le dessin. Enfin, c'est bête, hein, mais tout est, rien ne sort de nulle part. Oui, non, mais c'est vrai que c'est pour ça que je te parlais vraiment du corps humain, en fait, parce que pour des choses basiques, des fois, on n'a pas vraiment conscience déjà de comment on est designé en tant qu'être humain. Et du coup, voilà, de se poser la question sur les autres choses, hein, que ce soit la nature ou que ce soit les bâtiments, les choses là, comme la carte de visite, une bouteille d'eau, etc. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est bien d'en prendre conscience, en tout cas, pour faire évoluer les choses dans ce domaine-là. Et ensuite... L'impact, pardon, vas-y. Oui, non, je t'en prie. Non, vas-y, je disais, on peut juste avoir, tu peux avoir beaucoup d'impact. Donc, si tu venais à un jour réinventer quelque chose qu'on utilise tous, je sais pas, n'importe quoi, mais la manière dont les robinets fonctionnent. Tu sais, en Angleterre, ils ont un robinet eau chaude, un robinet eau froide. Et donc, ça a été révolutionnaire. Et dans beaucoup de maisons, c'est toujours le cas. Donc, quand tu te laves les mains, soit tu te brûles, soit tu as froid. Et ça a été révolutionnaire dans beaucoup de maisons. Ils ont changé pour les mixeurs, je crois que ça s'appelle un mitigeur. Oui, mitigeur, oui. Ouais, on connaît bien, hein, c'est trentenaire. Un robinet mitigeur où tu peux choisir chaud ou froid, bah ça change la vie. Donc oui, tu peux avoir beaucoup d'impact sur la vie des gens. Oui, bah, c'est vrai que des choses vraiment basiques comme ça, hein, comme tu dis, un mitigeur ou une poignée de porte, ça change, ça peut vraiment changer en fait la vie en fait, hein, concrètement des personnes. Hein, donc c'est intéressant. Et alors justement par rapport à ça, ce que je voulais te demander, c'est comment est-ce que tu vois justement ces changements dans le design quand, par exemple, tu as quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, forcément, c'est pas toujours bien designé, mais comment est-ce que tu regardes ça quand il y a une nouveauté? Alors, je vais prendre l'exemple de l'iPhone ou de Samsung. À chaque fois qu'il y a une nouveauté comme ça, qui révolutionne un petit peu l'utilisation, comment est-ce que tu regardes ça? C'est vraiment intéressant ce que tu me dis. Encore une fois, je pense qu'il y a des... Donc, tu sais, quand tout à l'heure, je te parlais des gens qui ont cette manière de penser où ils vont se dire « Ah, ça devrait être fait autrement ». Et puis, ils sont soit force de proposition, soit force de ronchon. Mais en tout cas, ils ont vraiment une réponse émotionnelle très forte à ce problème. Moi, encore une fois, je me contente je suis très contente de me contenter. Donc, c'est vrai que s'il y a un nouvel iPhone qui sort, ou bon, moi j'ai un iPhone, donc ça me touche pas, mais ça me fait pas grand-chose. Alors là, je parle pas de l'appareil en lui-même ou de. Ah, d'accord. Alors, pas du nouvel iPhone, mais là, en l'occurrence, tu sais, quand il y a eu l'iPhone. Quand il y a eu l'iPhone, par exemple, ou alors quand il y a pas une innovation, tu sais, qui est disponible pour le grand public comme ça.
c'est ton regard là-dessus, en fait, qui Ouais, je m'intéresse. comprends. Bah, je dois dire, vraiment, en fait, je me creuse la tête là pour un autre exemple parce que, donc, encore une fois, personnellement, bah, pour revenir à ce que je disais, mettons, quand l'iPhone est sorti, l'iPhone 1, l'iPhone 3, je crois, c'était, moi, j'avais un big phone, enfin, un truc Nokia normal à l'époque. J'en avais pas grand-chose à faire d'avoir un iPhone, alors que ma sœur, par exemple, elle était à avoir un iPhone et elle faisait des applis. Et moi, c'est vrai que mais on est comme ça. Après, encore une fois, ça m'embarrasse parfois par rapport à mon métier, où j'ai l'impression que je devrais être beaucoup plus intéressée et beaucoup plus enthousiaste par rapport aux nouvelles technologies ou aux nouveaux trends du design. Mais vu que je pense que mon cœur bat plus pour, je vais voir une illustration dans un nouveau style ou une BD, ça vraiment, ça me fait plus vibrer. Mais voir un nouvel iPhone ou un nouveau type de téléphone, voilà, encore une fois, j'ai l'impression que je devrais être hyper enthousiaste, mais en fait, moi, je pouvais passer des appels et tout. Donc, je suis plus côté pourquoi changer ce qui marche déjà. Ouais. J'ai pas besoin. Et donc, je suis plutôt mais j'en suis consciente, je suis plutôt du côté, tu sais, la courbe de l'adaptation, non, pardon, la courbe de l'adoption de nouvelles technologies ou de l'innovation. Moi, je suis plus vers la fin. Parce qu'après, évidemment, j'ai un iPhone maintenant, je l'ai eu très tard. Et je trouve ça génial. Je dis, oh, mais c'est super de pouvoir faire ça. Et tout le monde me dit, oui, Kim, ça fait 5 ans qu'on est dessus. Je dis, c'est vachement bien. Mais ça m'a mis longtemps à. J'en avais pas le besoin. Donc, j'essaye de penser à une autre innovation, là, peut-être qui me toucherait plus, où je serais plus sur, ouais, super bien. Un truc qui m'a changé la vie, que je trouve génial. Ouais, je pense que ça va être beaucoup trop métaphysique. Non, tu peux. Non, Si, on tu, va tu peux nous en vraiment faire là part. partir très très loin, donc je vais t'épargner. Je vais en rester là-dessus, je pense. N'hésite pas à partager ça avec nous, il n'y a aucun Non, souci. non, c'est bon, je te dirai après. Je te dirai après. D'accord. Et alors, du coup, mon autre question, c'est en termes de challenge actuellement, euh, dans les missions que tu as, est-ce qu'il y en a un en particulier qui est plutôt coriace? Et comment est-ce que tu fais face à ce challenge? Alors, non, en ce moment, ça va. Mon plus gros challenge, c'est que, comme je t'ai dit, j'ai pris beaucoup de choses d'un coup. Ouais. Donc, il faut que je jongle beaucoup après, encore une fois, je suis très heureuse de bosser du coup en remote parce que je n'ai pas à changer de location physique. Donc, je peux finir un call, Oui. prendre un verre d'eau, retourner sur le prochain. Donc, jongler plusieurs choses en même temps, ça, c'est chouette. Et en termes de challenge, c'est de réfléchir à ce que je suis en train. Non, c'est vraiment ça, c'est dire comment je vais réussir à ne pas faire un burn-out à court terme. Ne t'inquiète pas pour moi, mais sur les 3 prochaines semaines, mettons, en faisant tout ce que j'ai envie de faire sans devenir fatiguée, irritable et pas très sympa. Donc c'est plutôt ça mon challenge, et donc la solution, bah, j'annule des trucs, tu fais avec, quoi. Tu fais avec le temps que tu as, ça veut dire ce que je disais, peut-être parfois je pense que ton investissement, au bout d'un moment, ton cerveau devient un peu fatigué. Donc Ouais. peut-être tu as tendance à faire un peu plus d'erreurs, mais bon, je vais faire attention. On va faire avec. D'accord. Oui, oui, t'as pas le choix, hein. Ouais. Tu as pris des dossiers, donc il va falloir les Engagement. traiter. Exactement. Alors, l'autre question que j'avais pour toi, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui va révolutionner le design prochainement, ou est-ce que c'est en cours, ou qui va arriver prochainement? Euh, et comment est-ce que tu vois ça? Très intéressant. Alors, c'est vraiment une opinion, mais pas du tout informée, ce que je vais te dire. Donc, à prendre avec des pincettes. Des pincettes? Et ce qui me passe par la tête, non pas que je sache répondre à ta question, mais ce à quoi je pense parfois, c'est tu sais, je pense notamment au design visuel, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les applis ou les sites d'intelligence artificielle où Oui, tu peux mettre des mots-clés et ça te sort des images. d'accord. Oui, Et donc ça c'est ça, vrai. j'y pense parfois, donc mettons en termes d'illustration, parce que en fait, la manière dont ces choses-là sont construites, c'est que
l'algorithme a scanné tout Internet. Je caricature, mais en gros, l'algorithme a scanné tout Google Images, tout Pinterest, tout DeviantArt, tout Instagram. Et je ne sais pas comment ça marche précisément, mais en gros, il y a des mots-clés qui sont attachés à chaque image. Oui. Et donc, si tu demandes à la machine, peux-tu me dessiner une scène de plage, style couverture de livre sci-fi des années 50, mais dessus, il y a des jeeps, bon, je sais pas quoi, Tintin. Et ben, il y a tous les tags et il t'en sort 9 d'un coup. D'accord. 10 d'un coup. Et ça, je ne sais pas si ça va révolutionner la profession, mais je pense, bon, à court terme, mais je pense qu'à plus long terme, oui, quand l'intelligence artificielle sera plus développée, c'est possible que ça, pas les robots vont prendre notre job, mais je pense que c'est possible que ça soit plus utilisé. Même un boulot où je suis actuellement, j'ai entendu un des designers dire ça, dire bon, bah, on va peut-être pas demander à machin truc qui fait les illus, on n'a qu'à mettre des mots-clés et puis on verra bien ce qui sort et on trouvera quelque chose, ça va plus vite. Et si en soi, et je ne juge pas, ça veut pas dire que c'est moins bien. Et je trouve ça fascinant d'ailleurs, l'intelligence artificielle. L'an dernier, j'ai pris un cours de neurosciences, bon, pas du tout intelligence artificielle, mais neurosciences et psychologie, et pour comprendre la manière dont le cerveau fonctionne. En fait, c'est hyper intéressant et je trouve que avoir cette compréhension de la manière dont le cerveau fonctionne, ça t'aide vraiment à comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle qui est créée par des personnes qui ont des cerveaux et comment ça va marcher. Et je trouve ça très intéressant. Donc, j'aurais tendance à dire cette direction. D'accord. Et tu trouves pas ça dommage que justement qu'on fasse appel à une intelligence artificielle en fait pour créer un design? En fait, c'est ça que je trouve intéressant et j'ai pas encore d'opinion arrêtée dessus, mais j'ai pu voir également un documentaire sur le cerveau. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. C'est sorti il y a pas très longtemps, bref, au printemps dernier, donc on pourra chercher. Et à un moment, il y avait une des chercheuses, je crois en neurosciences, qui demandait je me rappelle plus, mais à quelqu'un, mettons le présentateur, parce que je me rappelle plus à qui elle demandait, bref, elle demandait à quelqu'un, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre toi et une intelligence artificielle très avancée? Et le mec disait, bah oui, parce que moi j'ai des émotions, moi je suis un humain, j'ai une histoire, la base de ce qu'on pense de nous-mêmes. Et elle disait, mais tout ça, c'est une programmation. En fait, tout ça, c'est ton cerveau qui a des neurones qui sont programmés. Donc en fait, en vrai, tes émotions, elles sont dans ton cerveau. Enfin, tout ce que tu es est dans ton cerveau. Et en fait, je trouve ça très intéressant. Et encore, j'ai pas d'opinion sur le sujet, mais je pas arrêté. Mais je suis pas sûre que évidemment, d'un point de vue humain, c'est très dommage parce que ça veut dire qu'il y a moins de travail, etc. Mais encore une fois, on en revient à l'histoire du réveil. Est-ce qu'on a besoin on part trop loin, quoi. Mais je suis pas sûre que finalement la qualité soit moindre. Je vais me faire bâcher là-dessus, mais quand ce sera plus avancé, finalement, quelle sera la différence entre une intelligence humaine et une intelligence artificielle? Je sais pas s'il y en aura une. Ouais. Alors, est-ce que, bon, c'est de la réflexion par rapport à ta réponse, mais est-ce que justement, le fait qu'on n'ait pas vraiment de vision sur ce qui se passe dans le cerveau, bon, alors bien sûr, il y a, comme tu disais, des reportages, des documentaires sur, donc sur le cerveau humain et donc un IRM, par exemple, qui va montrer les réactions lors d'un câlin d'une maman à son bébé, par exemple. Mais est-ce que justement le fait qu'on n'ait pas cette vision sur le cerveau par rapport au processus créatif, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, creative confidence et aussi par rapport à la phobie créative, est-ce que justement ça gâcherait pas un petit peu, tu sais, le charme en fait de la Oui, parce que tu sais pas d'où ça vient. Ouais, c'est possible. Ouais, voilà. Je sais pas. Oui, parce que tu sais pas, en anglais, ils disent you don't know how the sausage is made. Tu sais, c'est vraiment, oui. je sais pas comment la saucisse est faite. C'est possible que ça gâche un peu le charme. Et je suis sûre que jamais, je m'engage là-dessus, mais je suis sûre que jamais on se référera 100% à des machines plutôt qu'à des artistes.
Mais je pense que dans tout ce qui est le côté commercial de la chose, c'est possible qu'il y ait une plus grosse proportion dans le futur de boîtes qui se tournent vers l'intelligence artificielle pour créer des illustrations, des images, davantage que vers des humains parce que ça coûte plus cher. C'est tout. Et peut-être qu'effectivement, ça enlève un peu le charme, mais au bout d'un moment, peut-être qu'on n'est pas des êtres très compliqués. Je sais pas. Enfin, on n'est pas si compliqué que ça. Vraiment, mais je connais trop peu des avancées en intelligence artificielle pour me prononcer dessus. D'accord. Merci pour cette réponse. Et du coup, la dernière question que je voulais te poser, c'est quelle est ta citation préférée? Alors là, je l'ai vu dans la liste et je me disais, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Vraiment, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que j'ai... À quoi je pense en ce moment? Alors, c'est pas du tout une citation, donc je vais répondre et pas répondre. Je vais t'en dire deux. Comme ça, je couvre mes arrières. Donc, premièrement, c'est pas du tout une citation, mais en ce moment, j'essaye de penser à un mantra qui pourrait me guider quand je prends des décisions. Par exemple, est-ce que tu as envie de prendre 4 jobs en même temps? Quelque chose qui pourrait guider mes décisions. Et donc, je réfléchissais hier avec quelqu'un et je pense que... Qu'est-ce que j'ai dit? D'être présente et joyeuse, en gros, en même temps. Donc, en anglais, c'était joyful presence. Je trouve que c'est un bon cap à garder si j'utilise la métaphore d'un bateau. Donc, c'est pas une citation, mais je pense que c'est un bon mantra. C'est vraiment se poser la question avant de commencer à s'engager dans quelque chose ou à faire quelque chose. Est-ce que cette activité ou ce projet va me rendre plus joyfully present? Je trouve ça intéressant. Et sinon, en citation, j'aime bien une parole de chanson qui dit qu'en gros, c'est très cheesy, mais c'est pas si grave. Et demain, le soleil va se lever et tant pis. Enfin, qu'on se prenne pas tant au sérieux que ça. S'il se passe des choses, tant pis. On improvise avec ce qu'on peut, quoi. D'accord. C'est pas une citation, c'est l'idée. Oui. Non, mais c'est drôle ce que tu dis par rapport à la chanson, parce qu'il y a un proverbe arabe qui dit peu importe la durée de la nuit, le jour se lèvera. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant parce que parfois on peut être confronté à des épreuves dans la vie, des choses plus ou moins faciles à vivre. Et c'est vrai que ça dure jamais, comment dire, très longtemps. Il y a toujours une issue favorable à la fin, quoi. Donc c'est pour garder espoir. En tout cas, c'est une bonne. C'est bien qui finit bien. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même important aussi d'avoir des choses comme ça, tu sais, qui peuvent du coup t'animer et te faire garder pied et garder le cap, en l'occurrence, comme tu disais, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance, surtout quand on est freelance, si on n'a pas assez de clients ou si on n'y arrive pas trop, à se dire tiens, voilà, je vais lâcher. Ou alors tout à l'heure tu parlais de burn-out. C'est vrai que voilà, des choses plutôt simples comme ça permet de garder les pieds sur terre. À ce moment-là, si je devais en inventer une, mais je suis sûre que c'est déjà une citation, mais ce serait de dire il y a toujours une porte qui va s'ouvrir. Même si tu penses que tu es bloqué, il va toujours y avoir quelque chose. Oui, voilà. Il y aura toujours une issue favorable. Exactement. Voilà. Eh bien, écoute, on arrive à la fin du podcast. Je crois qu'on a battu des records, là, parce qu'en régie, on me dit qu'il y a encore du temps, mais qu'il va falloir arrêter. Donc... Ok. Moi, je dois dire aussi, tu peux le laisser dans le podcast, mais je sais que c'est pour Super Indep le podcast. Et vraiment merci, parce qu'en plus, on ne s'est jamais rencontré de visu. Mais merci beaucoup pour ton aide toute cette année, parce que je n'aurais pas pu faire tout ce que j'avais à faire sans votre aide. La plateforme est top et je te remercie particulièrement personnellement pour rester au téléphone avec moi de longues minutes, de longues heures. Donc voilà, merci beaucoup. Je recommande. Avec grand plaisir. Et puis c'est vrai que du coup, là, nous, on se rend compte en tout cas avec ce qu'on fait que c'est utile. Et je reviens sur l'expression que j'utilisais en termes de design humain. C'est vrai que forcément, quand on est freelance et qu'on n'a pas envie de se pencher sur le côté administratif, on est là pour vous aider. Donc c'est avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci.
En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Super Indep pour ce podcast. Merci. Je pense qu'il y aura sûrement des gens très intéressés par tout ce qu'on a abordé sur le design. Et ce sera peut-être l'occasion d'une deuxième discussion Bien sûr. ultérieure. Et puis, d'ici là, je te souhaite plein de belles choses. Merci. Et prends bien soin de toi, Kim. Ouais, je bosse. Merci. Oui, il va falloir. C'est clair. Je retourne. Ciao. Ciao, ciao. À très bientôt. Merci.